Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette première soirée de débat en ligne qui s'appelle Climat, Emploi, Débat. Nous sommes en très bonne compagnie ce soir avec Camille Etienne, militante écologiste de On est prêt, Christopher Liénard qui est adjoint à la mairie de Fâche-Tumeline avec une délégation qui vous plaira beaucoup, je fais un petit suspense pour la suite, et Karima Deli, tête de liste de l'Union de la gauche et des écologistes au régional 2021 pour les Hauts-de-France et également, s'il vous plaît, présidente de la commission transport au Parlement européen. Alors, premièrement, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est difficile en ce moment pour vous et pour beaucoup d'entre vous et du coup, l'idée, c'est de vous proposer une fois par semaine, tous les jeudis à partir de ce soir, une soirée débat, une émission en fait sur le climat, sur l'emploi, sur les sujets qui animent cette campagne. Et nous commençons ce soir avec un sujet sur la loi climat, dont vous savez qu'elle est en ce moment débattue à l'Assemblée nationale. On a donc 3 intervenants de choc pour nous parler de tout ça. Pour ma part, Marine Tournelier, je suis élue écologiste à Hénin-Beaumont, donc j'animerai ce débat. Petite message à vous passer parce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, donc peut-être pour certains d'entre vous sur Facebook. Je suis désolée, notre compte Twitter est bloqué parce que je pense des trolls et je pense qu'on sait aussi d'où ils viennent, nous ont signalé sur Twitter, donc aidez-nous à le débloquer en retweetant le tweet de Karima Deli à Twitter France, comme ça il reviendra plus vite. Et donc on va laisser intervenir nos invités, mais vous pouvez commenter bien sûr sur Facebook en dessous de la vidéo et également sur Twitter quand même en utilisant le hashtag climat, emploi, débat. Du coup, on commence. Vous nous suivez sur Facebook pour la plupart d'entre vous. On vous souhaite un bon débat et on va commencer avec Camille Etienne. Alors, pourquoi on commence avec Camille Etienne? Parce que Camille Etienne, elle en a marre des boomers, comme certains. Et c'est vrai qu'on aurait pu vous trouver un expert reconnu et chevronné sur le climat pour vous parler de la loi, mais on s'est dit que sur des questions militantes comme celle-ci, les jeunes qui militent depuis quelques années sur le climat, c'était bien aussi. Et donc, du coup, Camille, elle a pas ses preuves à faire sur le sujet. On se connaît un peu, on a déjà fait d'autres débats ensemble. Et donc, Camille, cette loi climat, je suis sûre que tu vas pouvoir nous expliquer en quelques minutes à quoi elle sert, à quoi elle servira pas et pourquoi on manifeste ensemble, puisque pour certains d'entre vous, Christopher, je t'ai croisé, Karima aussi, bien sûr, on était en manifestation à Lille et dans d'autres villes de la région et du pays il n'y a pas si longtemps que ça pour crier notre mécontentement. Quel est le problème, du coup, Camille? Bonjour, déjà merci de m'avoir invité, c'est chouette de se retrouver. Donc en effet là en gros c'est pourquoi cette loi climat, parce que c'est un truc à la fois un peu complexe parce que c'est un espèce de gros pavé avec tous les sujets, il y a que un temps limité de débat, donc du coup en fait quelque part on se dit mais pourquoi avoir tout mis ensemble au même moment et juste se dire c'est seulement maintenant que j'ai décidé que ce gouvernement va décider de prendre l'écologie comme une priorité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, que vous avez sûrement dû suivre. Donc, l'idée, c'était 150 citoyens tirés au sort, qui ont réfléchi pendant 6 week-ends avec des experts. Il y avait des lobbies des deux côtés, c'est-à-dire que des gens qui portaient des intérêts de toutes les convictions possibles. Il y avait autant le directeur de Carrefour que Valérie Masson-Delmotte. Et en fait, ils ont comme ça auditionné beaucoup de gens. Et ils avaient un mandat que leur avait donné le président de la République Emmanuel Macron en disant « Trouvez-nous des solutions pour réduire, faites-nous des propositions que la France pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. » Donc, ils ont fait un travail assez incroyable. Ce qui s'est passé est assez beau parce qu'il y a des gens qui connaissaient pas c'était pas forcément des militants, c'était justement des gens tirés au sort. Donc, il y avait même des climato-sceptiques, mais qui, en fait, au fur et à mesure d'avoir accès à l'information, de se former, ils sont arrivés avec des mesures très ambitieuses. Et des mesures vraiment à la hauteur de l'urgence, en tout cas, qui permettaient de réduire de 40% nos émissions d'ici 2030. En se rappelant quand même que, parallèlement, la France a signé au niveau européen un engagement de réduction de 55%, donc d'ici 2030. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Macron avait promis de faire passer ces mesures sans filtre dans la loi française. Donc, c'était soit par un référendum, soit directement dans la loi, comme c'est le cas là, et cette fameuse loi climat devait reprendre une grosse partie des mesures de la Convention citoyenne. Malheureusement, entre-temps, l'Observatoire des multinationales a sorti son étude, c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose que j'invente, et a montré que les lobbies industriels, de la publicité, de l'automobile, etc., ont
très bien travaillé parce qu'ils ont réussi à amoindrir complètement la teneur de cette loi. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, on s'est trouvé à avoir une loi qui, au lieu de réduire de 40% les émissions, réduit uniquement de 11% là, à l'heure actuelle. Ce qui est passé, donc nous, on a commencé à faire une mobilisation. Au tout début, c'était à l'Élysée. Donc, on est allé avec nos petites pancartes à l'Élysée. On a commencé comme ça, quand ils en discutaient au Conseil des ministres. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu une énorme marche pour le climat, la plus grosse depuis 2019. On était plus de 100 000 partout en France, 55 000 en Europe, à Paris, pas en Europe. Et on s'est retrouvés donc, pour finir, à aller maintenant que cette loi est arrivée à l'Assemblée nationale. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler en amont avec les experts, les scientifiques, les ONG, les chargés de plaidoyer. Tout le monde s'est coordonné vraiment de manière assez précise et assez historique pour proposer des amendements pour relever l'ambition de cette loi. On s'est dit, ok, la seule fenêtre de tir qu'on peut avoir politique, c'est avec les amendements. C'est pour essayer de relever de l'intérieur cette loi-là. Donc, pour qu'elle colle plus à ce que proposait la Convention citoyenne pour le climat et que la démocratie soit respectée. Donc, pour finir, on a proposé plein d'amendements. Certains ont été repris par des députés. C'était la première partie de lobbying. Et nous, on s'est dit, avec 5 amis activistes, on s'est dit, on va faire quoi le lendemain de la marche? On va arrêter, et puis c'est tout. Maintenant, c'est entre leurs mains. Non, on va essayer de trouver une idée un peu folle. Et du coup, j'ai une idée un peu loufoque et ils m'ont suivi dedans. Et en fait, on s'est retrouvés à aller à l'Assemblée nationale en disant, ok, très bien, si Macron ce gouvernement ne respecte pas sa parole, ne respecte pas la démocratie en disant, ce processus démocratique, en fait, on tient pas la parole et on le fait pas, la démocratie va venir à elle. Et donc, on s'est dit, on va faire un espèce de remake de Nuit debout où on va être devant l'Assemblée nationale, des jeunes, des moins jeunes, juste des gens. On voulait que ce soit revendiqué par personne, pas un mouvement ou quoi que ce soit. Et en fait, on est là pour dire, venez, on va débattre. Venez ensemble, on appelle nos députés à venir en bas concrètement. Juste, on est là tout le temps du débat, donc on est là tous les après-midi et on reste ici. On avait nos petites pancartes. Le premier jour, on était 5. Il y a des gens qui nous ont apporté à manger, des voisins qui sont descendus parler. Il y a autant des infirmiers que des étudiants, que des gens de 15 ans, que des gens pour qui c'est la première fois qu'ils s'engagent. Et c'est vraiment une action. Enfin, c'est assez joli ce qui est en train de se passer. Il y a un peu un côté de tout ce qui nous manquait dans cette pandémie. Là, on l'a, du lien social, des discussions belles. Et c'est en train de marcher beaucoup plus que ce qu'on imaginait parce qu'on a beaucoup de députés qui viennent nous voir. Et des députés, même de la majorité. La moitié des députés qui viennent nous voir, c'est pas du tout des écolos convaincus. C'est des députés de la majorité. Karima aussi était venue. Pierre Larouturou aussi dans les députés européens. Et là, on a demain le rapporteur de la loi Cazeneuve qui va s'engager à venir nous voir. Donc maintenant, en fait, on essaie de créer la FOMO et de faire en sorte que ceux qui viennent pas, c'est ceux qui refusent ce débat et donc les faire perdre. Et puis on commence à avoir des petites victoires, donc c'est assez chouette. Voilà, je vais pas être beaucoup plus longue, mais avec plaisir pour en parler tout à l'heure. FOMO, pour le public qui nous regarde, je ne suis pas sûre que tout le monde sache. Donc FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire que tu as peur d'être le seul qui a pas participé et donc ça crée un enthousiasme pour tout le monde pour venir. Alors, merci Camille. Je pense qu'on valide Camille et qu'on a tous envie qu'elle vienne habiter dans l'Hauts-de-France, n'est-ce pas, pour voter pour Karima, bien sûr, pour faire la campagne avec nous et pour organiser pendant la campagne officielle une nuit debout devant le siège de la région, n'est-ce pas? Je suis sûre que François Ruffin serait là avec toi, donc on te laisse organiser ça. Et puis, tu viens quand tu veux. Heureusement, on a déjà des gens qui font des choses dans les Hauts-de-France. Si on attendait tout et de l'État et de l'Assemblée nationale, on pourrait attendre longtemps. Donc, il y a des gens qui ont commencé. L'écologie, j'ai toujours été de ceux qui disaient que c'était une grande famille et que on avance. Bien sûr, il faut des élus, des politiques, mais il faut aussi de la société civile. Il faut des élus à l'Assemblée nationale. Il faut un président de la République ou une présidente écolo, mais il faut aussi des élus locaux parce que déjà, ils font des choses. Il y a des villes écologistes dans cette région. Tout le monde connaît Los Angeles. Grande-Sainte a fait aussi beaucoup de choses. Et puis, il y a des nouveaux élus. Donc, on accueille Christopher Liénard qui est élu à Fâche-Tuménil et qui a un très beau mandat. Je vous avais promis de vous le dire un peu plus tard. Il est adjoint aux urgences écologistes et à l'urbanisme et c'est quand même un très beau titre. Alors, Christopher, on te laisse expliquer en quoi ça consiste. On te laisse expliquer ce que tu fais déjà avant la loi climat. Et puis, comme on est en train de dire que la loi climat, c'est important, je suis sûre que grâce à cette loi climat, tu pourrais faire encore plus. Donc, on te laisse nous dire aussi ce que tu en attends. Tout à fait, Marine. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc moi, de mon côté, je milite pour le climat et la pollution de l'air et contre la pollution de l'air depuis une dizaine d'années maintenant à des niveaux associatifs ou de collectifs citoyens dans la région. Et ce qu'on a constaté ces dernières années, ces derniers mois, c'est vraiment une progression fulgurante de la prise de conscience
de la population par rapport à tous ces enjeux. Et la Convention citoyenne pour le climat que Camille a présentée, eh bien, c'est une autre démonstration de cette de cette capacité des citoyens à bien comprendre ces enjeux et les solutions. Et je me suis rendu compte que j'ai essayé pendant pas mal de temps de pousser les décideurs à se hisser à la hauteur des enjeux climatiques, et c'était très compliqué. C'est ce qui m'a amené justement à me porter candidat dans ma ville, et en fait j'ai de la chance puisque dans ma ville on avait réussi à faire une union très large de tous les partis de gauche écologistes et les citoyens. Donc c'était un grand plaisir de voir qu'au niveau régional cette union s'est formée également. Donc on a déjoué les pronostics parce que dans notre ville, donc c'est une ville de 18 000 habitants qui est dans la première couronne de l'île. La droite faisait des très bons scores au précédent mandat, et malgré tout, la dynamique d'union nous a permis de l'emporter. Donc je souhaite que la même chose pour la région. Donc ce qu'on a mis en place dès qu'on a pris nos fonctions, on a réétudié en fait déjà l'ensemble des projets d'aménagement qui étaient sur la table et qui étaient manifestement pas à la hauteur des enjeux, notamment des enjeux écologiques. On a déclaré la ville en urgence climatique et écologique. On l'a déclaré pour s'approprier les grands enjeux, les grands objectifs scientifiques, et voilà, s'engager à tout faire pour les atteindre. Et on a invité toute la population à faire avec nous, parce qu'on sait que on a besoin des élus pour avancer, mais en même temps, il faut qu'on avance main dans la main avec les citoyens. Et donc, on a invité les citoyens à s'associer à cette déclaration. On a très vite eu 150 habitants de notre ville qui se sont joints à l'aventure. On a constitué des groupes de travail avec eux pour travailler sur le vélo, pour travailler sur la nature en ville, pour travailler sur la consommation responsable. Et donc, voilà, avec cette belle énergie, on a très vite réussi on a doublé le nombre d'arceaux vélo dans la ville. On a planté une première micro-forêt, et voilà, c'est vraiment super de pouvoir associer comme ça l'énergie des habitants et des élus pour aller dans le bon sens. Et puis on va pas s'arrêter là. On a lancé un grand diagnostic de tout notre patrimoine de bâtiments pour que lui aussi qu'il atteigne les objectifs. Et on va lancer des prospectives urbaines FHUMINIL 2050 pour construire la ville de demain adaptée à tous ces enjeux, et le faire avec les habitants. Et c'est vrai que cette loi climat, elle nous aiderait à aller plus loin. Et on l'a dit dans notre déclaration d'engagement climatique et écologique, c'est que on s'est engagé aussi à faire pression à tous les niveaux, parce qu'on a besoin de tous les niveaux des pouvoirs publics pour avancer. Et si je prends quelques exemples comme ça dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et qui ne se retrouvent pas malheureusement à hauteur dans le projet de loi, on a par exemple la question de la 5G, le moratoire sur la 5G qui était proposé par les citoyens. Nous, on a voté une motion aussi de moratoire de 5G, mais malgré tout, on n'a pas la possibilité légalement de s'opposer au déploiement de cette technologie. Donc c'est très dommage. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au niveau local, et une loi nationale nous y aiderait pour diminuer l'empreinte carbone du numérique. On a la question des extensions d'aéroports. C'est aussi une des propositions des citoyens d'interdire l'agrandissement et le développement du trafic aérien. On a un aéroport juste à côté, à Léquin, où on a un projet d'extension. Alors, il va être un peu revu, il est un peu mis en pause, mais il n'empêche que la loi prévue ne met pas un franc coup d'arrêt à ce développement prévu. Alors, au contraire, on devrait réduire le transport aérien et le remplacer par le train, notamment à chaque fois que c'est possible. Je vais donner un troisième exemple, c'est la publicité. On a un règlement métropolitain de la publicité qui nous permet pas de faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas interdire complètement les écrans numériques, par exemple. On ne peut pas interdire la publicité pour des activités polluantes. Tous des verrous qui pourraient être levés. Tous ces verrous-là pourraient être levés par une loi ambitieuse au niveau national. Et concrètement, en tant qu'élu local, je suis confronté justement sur ces sujets-là à ce type de blocage. Donc, et pareil pour ce qui est d'impulser vraiment de l'ambition dans les constructions et les rénovations de bâtiments sur la ville. On sent bien qu'il faut aller au-delà de la réglementation, et donc plus la réglementation nationale sera ambitieuse, plus on aura des questions de permis de louer, des obligations de rénover les passoires énergétiques, etc. Et plus ça nous aidera au niveau local à atteindre nos objectifs. Donc
Vraiment, comme je disais, on s'est engagé à convaincre les autres niveaux politiques à être à la hauteur, parce qu'on a besoin de ces mesures systémiques à grande échelle, au-delà des compétences des collectivités locales. Les collectivités locales ont aussi besoin d'avoir des moyens. Les dotations de l'État vont plutôt dans le mauvais sens par rapport à ça, des moyens de faire face à tous ces enjeux. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mobilisé très nombreux dans notre équipe diverses d'élus. On s'est mobilisé très nombreux lors de la marche pour le climat le week-end dernier pour militer pour une vraie loi climat. Je témoigne, je vous ai croisé, vous aviez une très très belle banderole. C'était la seule ville qui avait fait sa propre banderole pour venir, donc bravo. Et dommage que le semi-reconfinement t'empêche d'aller devant l'Assemblée tous les soirs avec Camille, parce que je suis sûre que tu y serais allé. Alors, on vous voit là, les internautes chercher les annonces immobilières pour aller habiter à Fâche-Tuménil, donc on vous laisse faire. Vous pouvez également commenter cette émission, on vous rappelle, donc sous la vidéo sur Facebook et également sur Twitter en utilisant le hashtag Climat Emploi Débat. Et puis voilà. Vous pouvez commenter, mais aussi poser vos questions parce qu'on les posera à Camille, à Christopher et à Karima juste après. Et donc, Karima, on va t'écouter parce qu'on a très envie de savoir ce que la présidente de la commission transport au Parlement européen pense de cette loi climat et surtout ce que la future présidente des Hauts-de-France pense de cette loi climat. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ce premier grand rendez-vous. Il y en aura d'autres, tous les jeudis à 19h30 à partir d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, il faut savoir notre état aujourd'hui tel qu'elle est. Si nous avons une crise sanitaire, il ne faut jamais oublier la cause indirecte de cette crise sanitaire. C'est dû notamment à la destruction des écosystèmes, de la biodiversité et en un mot, c'est la crise climatique. Si nous ne faisons pas maintenant attention à la crise écologique, à la crise climatique, ce genre de crise, notamment sanitaire et de virus, risque de se multiplier. Alors, il est vrai qu'en 2015, on était les rois de la planète. Tout le monde regardait les accords de Paris. Vous vous souvenez, avec notamment Fabius et son petit marteau, en disant « ça y est, on a réussi les accords de Paris ». Tout le monde nous regardait comme la France, le meilleur élève de la classe. Que s'est-il passé 6 ans après? 6 ans après, je peux vous dire que c'est un peu de la tristesse parce que nous n'arrivons pas dans les leaders européens au niveau français. C'est la raison pour laquelle, dès que M. Damekalem est élu député européen, nous avons tout de suite fait en sorte que le Parlement européen vote le fait que nous déclarions l'état d'urgence climatique. Pour la première fois, le Parlement européen a déclaré l'état d'urgence climatique. Et quand je regarde cette convention citoyenne, et que M. Emmanuel Macron nous avait dit « Make our planet great again », vous pouvez remarquer l'accent hyper bien, c'est là où on devient un petit peu très terrible. On est quand même attristé qu'ils ne comprennent pas. Et là, je le dis, nous avons aujourd'hui certains hommes et femmes politiques qui ont des logiciels du passé, comme M. Xavier Bertrand. Je suis désolée de le dire. L'écologie, c'est pas un gadget. L'écologie, c'est pas un chapitre de programme. L'écologie, c'est pas une mode. L'écologie, c'est nos vies, au fait. C'est ce qu'on fait de nos villes, c'est ce qu'on fait de nos champs, mais c'est nos vies avant tout. Et donc, Camille l'a dit très bien tout à l'heure. Camille, tu as dit, Emmanuel Macron avait promis de reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Eh bien oui, mais les filtres, ils étaient là. Et ce sont les filtres des lobbies qui ont gagné. Parce qu'entre l'intérêt des lobbies et l'intérêt de la planète, eh ben je crois que le président de la République a choisi. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes à un moment où justement l'intérêt de la planète est urgent. Il est urgent parce que tu l'as dit, Camille, on a marché. La première marche, il y a un an, c'était incroyable. Mais on a surtout signé. Et on a signé une des plus grandes pétitions, notamment celle de l'affaire du siècle. L'affaire du siècle a montré devant la justice que le gouvernement n'en faisait pas assez, que l'État français, les dirigeants de notre pays, ne sont pas à la hauteur du défi qui s'impose à nous. Car je précise, les enjeux du dérèglement climatique
un risque pour notre biodiversité, on le voit bien, mais c'est un risque aussi pour notre sécurité alimentaire demain. C'est un risque pour notamment l'eau. C'est un risque énergétique. Vous voyez, tout ça montre à quel point on est en retard. Mais c'est surtout que la lutte réelle contre le dérèglement climatique, et ça, il faut le dire, nous les écologistes et ceux qui portent la cause du climat, c'est une réelle opportunité pour notre pays. Et c'est une opportunité de création d'emplois, et tu l'as redit, Christophe, non délocalisables en matière de rénovation thermique des habitations, en matière de mobilité douce et durable, en matière d'agriculture. Lutter vraiment contre le dérèglement climatique, comme mon slogan le dit, c'est bon pour le climat, mais c'est bon pour l'emploi. Mais là vient percer un autre débat, et tu l'as un petit peu dit, Camille. Cette convention citoyenne a fait naître un espoir de la démocratie participative. La démocratie participative qui a montré que ensemble de l'intelligence collective, on ne se connaît pas, on n'a pas du tout le même degré de connaissance, etc. Et pourtant, nous savons faire 149 propositions. Et sur ces propositions, eh ben, on balaie ces propositions, et là, ça devient très grave, parce que c'est la double peine, on balaie la démocratie représentative. On balaie la démocratie participative, et là, on balaie la démocratie participative avec des députés, parce qu'il faut le savoir, lorsqu'une loi, d'abord, avant d'aller dans l'hémicycle, elle est travaillée dans une commission, dans les commissions spécifiques. Mais il faut le dire que 25% déjà des 7000 amendements ont été rejetés, 10 ans irrecevables par le gouvernement. Mais on ne peut pas bâillonner la démocratie sur un texte qui devrait être un texte historique. Donc là, c'est un premier problème. Deuxième grand problème pour moi, cette loi, et tu me dis si c'est la... Marito de me demande, mais si, est-ce que c'est à la hauteur? Et bien là, il y a un mot qui manque, c'est la question de la cohérence. Vous savez, après la crise, tout de suite, on a dit qu'il faut faire des plans de relance. Alors le gouvernement, il a un truc exceptionnel. Il a dit, moi, je mets 30 milliards pour la seule transition écologique sur les 100 milliards sur 2 ans. Alors tout le monde pourrait se dire, ah ben c'est cool le fait, 30 milliards. Mais personne ne se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait des 70 autres milliards qui ne sont pas dans la transition écologique? Et vous voyez, c'est là l'incohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, se dire on va pousser sur les énergies fossiles, etc., et se faire plaisir après. Une dernière chose que je tiens à dire, c'est que moi, à la tête de ma région, la région de France, une région qui, aujourd'hui, est un petit peu malmenée, notamment par la droite, avec un recul coupable de la transition écologique. Nous sommes la terre du ferroviaire. Alors moi, je suis très attachée à la question notamment du train. Je suis désolée, j'aime les trains. C'est pour la raison pour laquelle Christophe dit, moi je n'aime pas l'agrandissement des aéroports, tu as raison, mais il faut qu'on travaille tous ensemble l'alternative. L'alternative, c'est le train. Il faut plus de trains, il faut dire merci aux cheminots, il faut une nouvelle industrie sur le train. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi. Il dit oui, donc il est d'accord. Mais il faut aller plus loin. Le train, c'est pas seulement nous, les passagers qui sommes sympas, et les cheminots qui sont très sympas. C'est aussi de montrer à quel point les marchandises, le fret ferroviaire doit être relancé. Et on va aller plus loin. Parce que nous, dans le Nord, on l'oublie, mais tous les trains de nuit partent de Paris. Mais il faut arrêter le délire. Les trains de nuit partaient au départ, on appelait ça à l'époque des autocouchettes, mais de Calais. Et donc, on pourrait faire Calais-Nice, oui, en train de nuit. Donc, sur le volet mobilité, ça va être de la mobilité qui sera nouvelle, ça sera de la mobilité qui sera douce et qui sera durable. Et ensuite, on va la rendre accessible au plus grand nombre. Et un des leviers d'action, je le dis, c'est la gratuité, notamment pour cette jeunesse qui doit découvrir notamment nos territoires en ne se posant pas la question de la précarité. Deuxième grand débat qu'on va avoir, et là je le dis, nous serons sur un vrai volet de rénovation thermique. Pourquoi? Tout simplement parce que avoir froid dans son logement,
c'est des problèmes écologiques. Payer plus fort que tout le monde, notamment ses factures énergétiques, parce qu'on est mal isolé, c'est la crise écologique. Sur les deux versants de la même médaille, la question écologique est primordiale. Et comme nous l'avons dit, nous réglons en même temps la question climatique, mais aussi la question de la justice sociale. Parce que ceux qui vivent dans des passoires aujourd'hui énergétiques, c'est toujours les plus pauvres et les plus faibles. Donc, on lancera un grand plan de rénovation thermique. Je penserai à Festümelin, le Christophe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand c'est bon pour l'emploi, vous voyez, c'est bon pour le climat. Et au fait, c'est là où ça devient très intéressant, cette écologie. Parce que ce que nous allons porter, nous, c'est l'écologie du quotidien des gens. Nous allons vraiment montrer à quel point se déplacer, mais aussi se nourrir. Moi, je veux que la région des Hauts-de-France soit la première région nourricière. Nourricière parce qu'après, vous avez vu le Covid, on s'est dit, oh là là, mais il faut tout relocaliser. La première chose, c'est l'agriculture. Et on va aider notamment nos agriculteurs. Nos agriculteurs qui subissent notamment un système, on ne les laissera pas seuls face à la sécheresse, face à des pesticides, face à une véritable volonté de changement. Nous allons les accompagner et faire en sorte que nous rentrerons dans le processus de l'agroécologie. Parce que ce qui est bon dans nos assiettes est bon pour les paysans et c'est bon aussi notamment pour l'emploi. Et je terminerai par le fait qu'il faut vite prendre cette région parce que je crois que faire de la politique aujourd'hui, c'est d'être responsable. Responsable, c'est avoir le courage. Avoir du courage justement de montrer que il faut pas faire de la politique à court terme. Penser juste à son petit mandat pour se faire plaisir. On est en train de faire de la prospective sur 10, 20, voire 30 ans. Il faut voir grand quand on fait de la politique. Et donc, il faut avoir une vision à long terme. Il faut être sincère et toujours penser à une chose, l'intérêt général. La question de transformer la vie des gens. Merci beaucoup, Marine Tondelier. Mais merci à toi, Karima. Et il me semble qu'avant de passer à la séquence suivante, on a une petite vidéo. J'en profite pour remercier Louis à la technique parce que sans lui, ça ne marcherait pas ce soir. Merci beaucoup Karima, merci Christopher, Camille. Alors on a fait un premier tour de présentation, on a compris pourquoi cette loi climat n'allait pas, on a compris pourquoi on avait plus que jamais besoin d'une loi climat dans les Hauts-de-France. On a compris aussi grâce à ton intervention Karima que après avoir dit longtemps fin du mois, fin du monde, fin du mois, même combat. En fait, dans les Hauts-de-France, on en avait vraiment fait le même combat en travaillant ensemble, les écologistes, les socialistes, les communistes, les insoumis et puis tous nos partenaires. Et donc, moi, il y a une autre question que j'ai envie de vous poser. On a fait la manif climat tous ensemble dimanche. On avait fait également le vendredi précédent une autre manifestation avec les Youth for Climate, donc les jeunes pour le climat. Et c'est vrai qu'on voit cette jeunesse se mobiliser plus que jamais. Alors moi, quand j'étais jeune, très jeune, j'en ai fait des manifs contre le Front National le 21 avril 2002, contre les réformes des retraites. Mais alors, des manifs sur le climat, ça n'existait pas à l'époque. Et du coup, Camille, ce qu'on a envie de te demander, parce que tu as été une des protagonistes de cela, c'est comment tu expliques que là, tout d'un coup, en 2019, en 2020, les jeunes massivement se mobilisent pour le climat. Qu'est-ce qui déclenche tout ça? J'aimerais bien voir la réponse. En même temps, ce qui est important moi, ce qui compte, c'est de voir qu'elle se mobilise. Après, pourquoi? Quelque part, c'est parce qu'elle prend conscience de cette urgence-là. Au-delà de ça, c'est aussi le niveau de connaissance qui grandit. Alors, bien sûr que quand on lit Perdre la Terre, Nathaniel Rich, je prononce toujours mal son nom, on se rend compte qu'on est au courant, en tout cas une certaine partie de l'élite politique, économique et scientifique est au courant depuis longtemps. Je vous apprends rien en disant ça.
Mais ce lien entre les scientifiques et le grand public se fait de plus en plus ces dernières années, en fait. Donc, il y a une prise de conscience massive. Et je pense que cette jeunesse en fait, j'ai toujours un peu du mal avec cette essentialisation qu'on a sur la jeunesse, comme si c'était elle qui allait sauver le monde, parce que déjà, on en demande beaucoup, je trouve, à ces jeunes-là. Et en même temps, en fait, c'est oublier que le mouvement climat, c'est pas que ça. Et ce qui est beau d'ailleurs là-dedans, c'est qu'en fait, il y a un lien intergénérationnel qui se fait qui est assez dingue. On a de la chance, nous, d'être en lien avec des scientifiques qui ont mille autres choses à faire que parler avec des jeunes filles de 22 ans, mais qui passent vraiment des heures à nous expliquer les rapports, qui passent des heures à nous faire cette vulgarisation. On est en contact aussi là pour vous donner un exemple très concret sur la loi climat. Ok, moi j'ai eu l'idée un peu rigolote de camper dans l'Assemblée nationale. On a peut-être la fougue et le temps de le faire, mais n'empêche que si on n'avait pas derrière tous les experts, les chargés de plaidoyer pour nous dire, ok, bah il y a un tel qui vient, et ben lui c'est sur tel amendement qu'il a bloqué et que ça a été galère et donc il faudrait parler de ça. Sur les engrais azotés, voilà tel enjeu. Sur l'aviation. Donc en fait, c'est un travail collectif, hyper coordonné, parfois un peu chaotique aussi, mais c'est un vrai monde à part. Et ça, je trouve que c'est beau. Et donc en fait, heureusement que cette jeunesse se mobilise aussi parce que elle va voir, elle va vous connaître ces fameux 2050 comme. Alors qu'on parle de ça comme d'un monde un peu sans nous, mais nous on aura 52 ans. Enfin moi j'aurai 52 ans en 2050, donc forcément qu'on sera un peu plus concerné. Imagine. C'est une jeunesse aussi privilégiée. C'est une jeunesse aussi privilégiée qui peut avoir l'espace mental, déjà d'avoir accès à ces informations, le temps de louper l'école. Si on peut déjà aller à l'école, louper l'école, c'est parce que déjà on peut y aller, qu'on n'a pas 5 jobs à faire en même temps pour payer ses études et son prêt. Donc, et en même temps, comme dans le dernier rapport d'Oxfam que vous connaissez très bien, les 10% les plus riches, 52% des émissions, on a aussi une responsabilité supplémentaire. Donc, voilà, pour dézoomer un petit peu, même quand on dézoome au niveau non grande ville, dans les petites communes, dans les territoires, c'est beaucoup aussi des militants un peu plus âgés. Et c'est assez rigolo de voir que c'est eux qui se mobilisent dans nos villages pour éviter une bétonisation, pour éviter... là, j'étais à Marseille et il y avait des dames de Greenpeace mais qui avaient monté tout un truc pour qu'il n'y ait pas une autoroute à un endroit. Donc, même dans les marches climat, on voit, là, les marches climat, il y avait aussi des Grandfather for Climate, il y avait et c'est assez beau à voir. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir un petit peu. Pour moi, l'enjeu, il est vraiment aussi de sortir du fait que c'est quelque chose qui appartient à la jeunesse, parce que du coup, c'est presque dire, dans ce cas, c'est un peu un truc de fougueux, c'est un peu un truc de révolté, ça leur passera, quoi. Alors que non, c'est une pulsion de vie face à des faits scientifiques qui nous sont mis sous les yeux et qui sont complètement unanimes. Donc à un moment donné, nous, ce qu'on demande, c'est une action ambitieuse de la part de tous les autres corps de la société. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde parce qu'on va pas faire la révolution à 10. Donc on a besoin des élus qui soient à la hauteur, qui soient intransigeants et courageux. On a besoin aussi des scientifiques qui sont capables de s'engager, de travailler sur ces questions-là. On a besoin d'entreprises qui sont capables d'opérer et de financer cette transition, de pouvoirs publics qui sont à la hauteur aussi de l'enjeu. Donc, il faut bien réaliser que on ne peut pas tout mettre sur ce dos de cette jeunesse-là et qu'on a besoin de vous. C'est une main tendue, en fait, plus que on a besoin de vous parce que c'est urgent et on vit une décennie qui est quand même assez cruciale en termes de points de bascule et de limites planétaires. Il nous reste pas beaucoup de temps pour faire changer les choses. Donc, vous êtes tous les bienvenus, même si vous êtes pas jeunes. J'ai pas répondu vraiment à ta question, Marine, mais je sais que tu m'en veux pas. C'est important pour moi de dire ça. J'ai peur que tu organises une manif devant chez moi si je t'en veux. En plus. Donc, mais tu peux plus venir avec les règles de Jean Castex, tu peux plus venir dans... Mince. Pour l'instant. Et donc, Christopher, on a Camille qui vient de dire qu'elle avait besoin d'élus, comment tu as dit, d'élus intransigeants qui soient à la hauteur. Et qu'est-ce que les élus intransigeants et qui sont à la hauteur comme toi ont à répondre à la jeunesse? En fait, j'ai fait la même analyse puisque avant d'être élu, j'organisais aussi des marches pour le climat avec la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, réseau associatif, avec les Amis de la Terre, avec le collectif Ensemble pour le climat. Et justement, c'est en faisant le même constat que, pour le coup, j'ai franchi le pas. Mais je pense que la mobilisation, elle est vraiment générale. On le voit notamment depuis 2018, à la fois dans la jeunesse, et dans les générations et dans les autres générations aussi. Je pense que les conséquences
des effondrements écologiques, des changements climatiques, etc., sont de plus en plus visibles, de plus en plus palpables, que ce soit par la multiplication des catastrophes naturelles, la multiplication des canicules. On connaît de mieux en mieux l'impact sur la santé de la pollution de l'air. On voit s'effondrer les populations d'animaux, etc. Donc, je pense, voilà, la conscience a beaucoup évolué là-dessus. Aussi, je pense qu'avant, peut-être que certains se disaient, bah, c'est très lointain, on a le temps, on verra, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 100 ans. Et maintenant, c'est plus le cas. On sait que les conséquences sont maintenant. Quand on est jeune aujourd'hui, on est sûr et certain de vivre avec force les conséquences de ce qui se passe. Et donc voilà, on se sent responsable. On est aussi dans les dernières générations à être capable d'empêcher ça et de convaincre ceux qui sont au-dessus de nous de faire ce qu'il faut pour empêcher ça. Moi, j'ai 2 jeunes enfants, j'ai un petit garçon de 4 ans et une petite fille de 9 mois. Et quand ils seront grands tous les deux, je pense que ça sera trop tard. Donc pour eux, donc c'est vraiment effectivement à nous de nous bouger et à ce titre-là, c'est vrai que ce projet de loi là, il est historique. Alors je dis pas ça parce que je veux pas faire un poisson d'avril en disant que c'est historique, mais pour le coup c'est un gâchis historique parce que c'est dans les dernières occasions d'empêcher l'emballement de tous ces phénomènes et donc c'est inacceptable et c'est logique, je pense, du coup, c'est naturel qu'on soit de plus en plus nombreux à ne pas vouloir resté chez soi et plus tard, je pense que les générations suivantes, elles nous accuseront plus tard, elles nous demanderont ce qu'on a fait à ce moment-là, au moment où on était à ce point de bascule. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a agi pour empêcher ça? Et c'est mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de militants qui se bougent actuellement. C'est la volonté de dire, mais non, j'ai agi, j'ai fait quelque chose, j'ai voulu empêcher ça, et tant qu'il était encore possible et qu'on peut encore espérer inverser la tendance. Elles nous accuseront les générations futures et elles nous accusent déjà. Donc, comme ça, c'est officiel. Alors, on va passer la parole à Karima. D'abord, je vous rappelle qu'on répond juste après Karima à vos questions. Et donc, pour qu'on puisse répondre à vos questions, il faut nous les poser, soit sous la vidéo sur Facebook, soit sur Twitter en utilisant le hashtag #climat-emploi-débat. Et donc, Karima, toi, des mobilisations quand tu étais jeune, tu en as fait. Tu étais une jeune activiste, tu l'es d'ailleurs encore. Tu t'es mobilisée contre la précarité, pour défendre les stagiaires, pour défendre les gens qui n'avaient pas de logement et qui squattaient des bâtiments vides. Tu en as fait. Tu avais souvent des super déguisements, d'ailleurs, je me rappelle. On a les photos. Et donc, du coup, ça t'inspire quoi, cette jeunesse qui se lève aujourd'hui pour le climat? On ne t'entend pas, Karima. Je rappelle à l'ordre le mot. Vous m'entendez là? Entendu. Là, c'est bon. Vas-y. Voilà. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est j'ai l'impression de voir quand j'étais dans Jeudi Noir, où les collectifs, souvent les riches, on les a pas sauvés, je vous le dis tout de suite. Notre but, c'était vraiment de marquer le fait de les rappeler à l'ordre, les responsables politiques. Il faut les rappeler à l'ordre. C'est bien beau de signer des accords à l'échelle planétaire. C'est bien beau de faire des lois qui ne respectent pas des objectifs. Et au fait, nous, notamment, j'ai beaucoup travaillé sur la question du logement. On les rappelait à l'ordre de construire des logements très sociaux pour les plus pauvres. Vous voyez? On les rappelait à l'ordre. Et je pense que c'est ce qui est très, très marrant parce que moi, dans la génération climat, la jeunesse, au fait, pourquoi elle se mobilise? C'est parce que on est dans un phénomène qui est terrible. C'est cette jeunesse qui va se sentir, et qui sont déjà, l'année 2020, je l'ai dit tout à l'heure, était la plus chaude en France, mais qui voit des effets tout de suite du dérèglement climatique. Et quand Greta Thunberg dit « nous ne faisons que reprendre le discours des scientifiques qui dit qu'il faut aller vite parce qu'il est climat tard et qu'il nous reste moins de 10 ans pour retourner la courbe des températures », c'est qu'il rappelle à l'ordre notamment les adultes et les responsables politiques parce que ce sont eux qui décident des politiques publiques. Et donc, la véritable question, à ta question, Marine, moi, je trouve que c'est impressionnant. Je trouve que les enjeux, c'est vrai que les enjeux du dérèglement climatique, moi qui suis écolo, mais vous savez, les écologies, ça fait quand même, en France en tout cas, ça fait plus de 30 ans, plus maintenant, bientôt plus de 40 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Alors nous, on a tout eu, je te dis Camille, tu pourrais dire les livres, Les Doux Rêveurs,
Ensuite, les oiseaux de mauvais augure. Ensuite, il y a eu toute la question de retour à la bougie, etc., etc. Pendant 40 ans, on a tiré la sonnette d'alarme. On n'a pas pris au sérieux ni l'écologie, ni les écologistes. Et pour marquer justement le fait qu'on a des responsables politiques qui ne font rien, aujourd'hui, on colle des étiquettes. Ils sont pour alors je l'ai très souvent entendu, notamment dans la loi climat. Maintenant, comme ils n'ont pas d'argument, ils essaient de dire l'écologie c'est punitive. Moi, je ne connais pas d'écologie punitive, ça n'existe pas. Ne pas faire d'écologie, là c'est très punitif pour les gens. Ensuite, ils sont pour la décroissance. Mais nous sommes pour la croissance du bonheur. Nous sommes pour la croissance du bien-être pour tout le monde. Nous sommes pour la croissance vraiment du partage. Vous voyez? Et c'est là où deux modèles s'affrontent. C'est le modèle de on veut garder les vieux outils du passé et on continuera tels qu'ils sont. Ou vous avez le modèle qui dit on prend ton pèlerin, mais on va changer la vie et ce système qui détruit la planète, mais aussi les vies, hein, mais aussi avec le sourire. Parce que ce qui est nouveau, Camille, c'est que les solutions elles existent déjà. Sur tous les territoires français, les 149 propositions que vous mettez, il y a déjà des gens, des femmes, des hommes qui sont déjà en train de le faire. La société écolo, elle est déjà en mouvement dans les entreprises. Moi, je vois même des profs qui font des projets exceptionnels pour les petits, pour leur montrer justement comment on recycle du plastique. C'est incroyable ce qui se passe en France, je vous assure. Sauf qu'ils n'ont pas le chapitre. Et c'est pour ça que la jeunesse climat, c'est sympa, parce qu'à un moment, elle se dit, on va mettre en lumière, notamment, tous les échecs et tout ce que font, notamment, certains politiques, où on va dans le mur. Donc là, on est en train de freiner, sauf que maintenant, il faut absolument aller dans le bon sens. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, la génération climat, elle a des idées, elle fait partager ses idées, mais c'est surtout un réveil des consciences qui, quelque part, on attendait ça, nous les écologistes, depuis tellement longtemps. Alors, merci la génération climat, mais maintenant, il faut qu'on gagne la bataille contre le dérèglement climatique. Et on ne peut pas le faire tout seul, comme tu l'as très bien dit, Camille. On ne peut pas faire, je sais pas, juste la jeunesse. On a besoin de tout le monde, des acteurs, des entreprises, des ONG, des citoyens et des citoyennes. On a besoin, et ça va devenir important parce que souvent, et je pense que Christophe, tu l'entends souvent aussi, ah là là, l'écologie, c'est pour les bobos. Mais attention, ne pas s'occuper du climat ou saboter le climat, c'est les plus pauvres qui vont payer demain, à chaque fois. L'écologie, pour les classes populaires, c'est aujourd'hui une nécessité, parce qu'elles aussi, elles ont besoin du bien vivre, d'une bonne alimentation et de pouvoir vivre correctement comme tout le monde. Et c'est tous ensemble qu'on peut relever véritablement le défi. C'est pas les uns d'un côté et les autres. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Mais moi, je suis une positive attitude comme la jeunesse climat. Mais je pense qu'on va y arriver. Mais écoute, merci pour ces positives attitudes, parce que je pense que tout le monde en a bien besoin en ce moment. Et du coup, on va passer aux questions des gens qui nous regardent ce soir. Et on en a 3. Alors, je sens qu'elles s'adressent plutôt à Karima, mais on va quand même vous écouter Camille et Christopher dessus. Camille, bon courage. Il y en a, c'est des très, très locales. Alors, la première, c'est on fait quoi pour la fermeture de Bridgestone et la fermeture de Maxan Tan à Mazingarbe? Carrément, on y était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, tu vas pouvoir nous répondre. Deuxièmement, si vous parvenez à gagner la région, qu'est-ce que vous pourrez faire à votre échelle pour pallier les manques d'un texte qui a été complètement vidé de sa substance? Et troisièmement, une question de Jason, quels sont concrètement vos projets pour l'emploi dans les Hauts-de-France? Alors, entre-temps, il y a 2 autres questions qui viennent d'arriver. La question de Xavier, les cartes diffusées récemment sur les risques eau en Hauts-de-France sont très pessimistes. Comment protéger en région notre ressource en eau potable? Et la dernière question d'Abderrahman Boutmen, les salles de sport sont fermées alors que le sport est essentiel pour la santé. Le gouvernement cherche-t-il à nous rendre malades? Alors, qui veut commencer à répondre à ces questions? C'est la démocratie aussi dans cette
soirée. C'est très local, donc je pense que c'est plus pour vous. Hein. Je vais là-dessus, j'avoue que. Et alors sur le score, Camille. Non, mais Karima, je te laisse répondre. J'ai pas osé lui demander. Christophe, tu veux répondre avant moi que je fasse l'ensemble des questions parce que c'est participatif, comme dirait Marie. Oui, bah, je peux apporter des éléments, effectivement, surtout concernant l'emploi. Je pense que tu ne me démentiras pas, Karima, on a un besoin d'accompagner le monde économique, les entreprises, à transformer leurs activités pour justement, si elles étaient dans des secteurs un peu polluants, eh bien, de convertir leur appareil productif pour apporter, pour contribuer justement aux nouvelles solutions de mobilité, l'agriculture, etc., etc. Je pense qu'il y a quelque chose on sait que la transition écologique, de toute façon, crée plus d'emplois et des emplois locaux et non délocalisables que ce qu'elles n'ont détruit. Et ce que les syndicats nous proposent, je sais que les alliances syndicales nous proposent, y compris à un niveau international, d'avoir une sorte de garantie de mutation, c'est-à-dire que des salariés qui pourraient perdre leur emploi parce qu'ils travaillaient dans un secteur qui pour le coup a un impact sur la société trop négatif, eh bien on pourrait mettre en place des mécanismes pour leur garantir qu'ils soient formés et qu'ils retrouvent une activité et qu'ils ne soient pas laissés sur le carreau en fait par la transition écologique. Donc ne pas laisser sur le carreau ceux qui travaillent aujourd'hui, créer plus d'emplois par la transition écologique, je pense que ça pourrait vraiment répondre à ces questions. Mais voilà, je laisse Karima compléter sur ce point. Merci Christopher, et on pense très très fort bien sûr et aux salariés de Bridgestone et aux salariés de Max Alpine et à tous les autres salariés des Hauts-de-France et du reste de la France qui sont victimes justement de ces fermetures de sites. Vous savez, on a souvent opposé l'emploi et le climat en disant oh là là, si on fait le climat, on va perdre des emplois. Et aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre, donc on voit bien que c'était pas vraiment la lutte contre le réchauffement climatique le problème, parce que je suis pas sûre que ce soit le sujet qui était mis le plus en avant dans le précédent mandat à la région. Alors Karima, est-ce que tu as retenu toutes les questions dans l'ordre? En tout cas, on te laisse y répondre. Non, mais tu vas me le redire. Alors, la première, c'était sur le salariés de Bridgestone Max Alpine. Voilà. Alors, tout d'abord, vous m'entendez là? Oui, vous m'entendez? Ok. Alors, tout d'abord, moi, je voudrais envoyer un message très fort à l'ensemble des salariés, que ce soit Bridgestone, on a dit Maxam, on a Cargill, on a Whirlpool, on a connu on a connu les Goodyear, etc., notamment sur notre territoire de France. C'est-à-dire, ils ont laissé mourir l'industrie d'hier sans faire naître l'industrie de demain. Ces salariés, ils ont des savoirs et des compétences incroyables. La première chose qu'il faut faire quand je serai présidente, c'est d'abord de lancer les assises de la transformation de l'industrie écologique. On a besoin de leur savoir-faire et de leur savoir pour pouvoir aller dans des secteurs dont ils ont les compétences. Et ça tombe bien, les compétences, on les connaît. Nous avons 4 grosses industries dans le France. Je suis désolée, Camille, il y a l'industrie de l'automobile. Oui, mais les salariés de l'automobile, on a besoin. C'est vrai que moi, qui suis la présidente de la commission de transport, l'automobile, on ne va pas la supprimer du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Il y a des zones sur lesquelles il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui sont obligés. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de ne plus faire un focus réel, mais d'adapter l'usage de la voiture. Tu vois, si tu prends ta voiture pour faire 2 km, là, c'est de l'abus. Tu vois, Camille? Maintenant, il faut vraiment faire... Elle sourit, ça va. Et donc, là aussi, il va falloir développer d'autres mobilités. Ça tombe bien, il va falloir aussi que cette industrie se recycle. Dans l'industrie automobile, il va falloir recycler. Toutes les pièces d'une voiture, ce sont des métaux rares dont on aura besoin demain. Et les savoir-faire, on va les reconstituer dans d'autres secteurs. Le secteur du train, parce qu'on aime le train, notamment le train de nuit. Mais le train, c'est une grosse activité qui va employer vraiment beaucoup de gens. On voit aussi les secteurs, notamment de l'aéronautique. Je sais que l'aéronautique, aujourd'hui, est un secteur très, très, très perturbé. Non pas parce que j'ai arrêté les avions pendant le Covid, parce que je ne voulais pas les vols fantômes, mettre personne dans les avions et faire justement des avions à vide,
C'est parce que c'est un secteur qui ne va pas partir tout de suite. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Tous les services de l'aviation vont se retrouver dans les services du train. Accueillir dans une gare, les cars vont avoir ce seront des nouveaux lieux, justement, où on pourra réellement trouver d'autres mobilités. Des vélos, on ne parle pas assez de vélos, on ne parle pas assez de mobilité partagée, on ne parle pas aussi du secteur maritime, on a une des plus belles façades, je suis désolée pour toi Camille, il faut que tu viennes dans les Hauts-de-France. On a une très belle façade maritime, le secteur maritime, l'économie bleue, c'est aussi ça, les Hauts-de-France, sur lequel on va investir. Comme tu l'as dit Christophe, nous avons un gros travail sur la question de la rénovation thermique. On aura besoin, ça crée des emplois non délocalisables, parce que je suis désolée, le logement, on ne les envoie pas en Chine. Et une autre partie, il va falloir travailler sur notre agriculture, parce que ça, c'est vraiment des sujets concrets sur lesquels il faut se mobiliser. Et je le dis parce que c'est pas parce qu'on est de France que nos paysans ne connaissent pas, et c'est un petit peu dit tout à l'heure, ils connaissent déjà des problèmes de sécheresse, et notamment en eau. Il faudra les accompagner et voir comment techniquement on pourra les aider. Et cette agroécologie va répondre justement, faire en sorte que on pourra relancer cette économie. Ensuite, je pense qu'il faut faire attention, parce que c'est vrai que toutes ces grandes entreprises, ce sont des multinationales qui habitent à l'autre bout de la terre, et elles ferment quand elles veulent, sans compte, sans passer. Tu sais, Camille, il y a des décrocheurs de portraits qui vont dans la justice, alors qu'ils pointent l'inaction du gouvernement sur le changement climatique. Mais il y a des multinationales qui polluent et qui font des drames humains, et ils ne vont jamais devant la justice. C'est la raison pour laquelle, moi, présidente des Hauts-de-France, il est hors de question de donner 1 euro à des contrats, notamment avec des entreprises, s'il n'y a pas de conditions sociales et des conditions environnementales. La conditionnalité va être une des premières choses. On ne peut plus faire comme avant. Et ensuite, je crois que c'est très, très important, c'est que pour éviter notamment ce qu'on vit dans notre haute région, c'est qu'il va falloir aussi qu'on voit une activité beaucoup plus loin et beaucoup plus... c'est de revoir le type d'économie qu'on veut. Et nous, dans notre territoire, on a de la chance parce qu'il y a plein de... ce que moi j'appelle l'économie non violente, un peu à la Gandhi. L'économie non violente, c'est celle qui fait du bien à la planète et celle qui fait du bien notamment aux êtres humains. C'est l'économie sociale et solidaire. Demain, il faudra de l'économie plus de partage, de liens et de services. Cette économie-là, on en a besoin. Et on le voit pendant le Covid, notamment tout ce qui nous a manqué. Et je vois, moi, des entreprises qui ont été capables dans notre territoire de créer des masques made in, pas France, made in Hauts-de-France. Et pourtant, on ne leur a pas commandé des masques. Parce que le Conseil général comme l'État ne leur a pas passé le dé. Et pourtant, eux, je peux te dire qu'on aura besoin demain, parce qu'ils savent se mobiliser en temps de crise. Donc, au fait, dans les Hauts-de-France, il y a plein de femmes et d'hommes qui font déjà. Ils ne sont pas assez reconnus. C'est trop à l'échelon micro. Maintenant, demain, comme on va être l'avant-garde, Christophe, de la transition écologique et de la justice sociale, toutes ces activités vont passer à l'échelle macro. Et nous sommes l'exemple. Je suis désolée Camille, on va être l'exemple français et tu seras obligé de venir. Si Camille, tu ne viens pas dans les Hauts-de-France, je ne comprends pas. Il y avait une autre question qui arrive en cours de route de Pierre-François Allard. Bonsoir, quelle politique envisagez-vous pour valoriser les mobilités douces? On sait que ça te parle. D'ailleurs, Camille viendra faire le tour des Hauts-de-France à vélo avec Karima, avec des drapeaux derrière le vélo pour la campagne, dès qu'on aura le droit de sortir à plus de 10 km. Pouvons-nous envisager des mesures pour l'attractivité des TER? Les prix sont toujours élevés. Ou encore des subventions de la région pour l'achat d'un vélo, particulièrement pour les déplacements en zone urbaine. Je suis totalement d'accord. Et je vais aller plus loin. Moi, je pense que la jeunesse a besoin vraiment de la gratuité. Il faut que la jeunesse ait la gratuité, notamment même dans les trains. Et moi, je réfléchirai encore parce que vous savez, en Europe, je ne vous ai pas tout dit, le travail que j'ai fait. Mais on a mis en place ce qu'on appelle un pass-rail. Un pass-rail, c'est découvrir l'Europe grâce au train. Et ce pass-rail permet notamment à la jeunesse
à des prix très, très, très réduits, de prendre le train et de découvrir l'Europe. Et ben ça, on va essayer de le faire au niveau aussi de l'échelle de notre région pour faire en sorte que ça ce soit vraiment fait. Ensuite, les TER, il faut qu'ils arrivent à l'heure. Un TER à l'heure, c'est un train, il faut qu'ils arrivent à l'heure. Il suffit pas de faire des technos en disant ah ben il est pas à l'heure. Vous voyez? Oui, alors Camille, elle se dit mais de quoi elle parle? Non, parce que tu sais, nous on a un président de région, Xavier Bertrand. En fait, il fait photo pour dire ah le TER n'est pas à l'heure. Voilà, la responsabilité d'un président, c'est qu'il soit à l'heure, qu'il soit accessible. Les prix, je tiens à le dire, ce seront de la tarification sociale. Lorsqu'on n'a pas d'emploi, ça doit être gratuit. Lorsque on est dans des situations de précarité, c'est la gratuité. Et ensuite, il faut faire un prix qui soit beaucoup moins cher. Et c'est ça le prix aussi. La concurrence, il faut plus taxer. C'est mon combat à droite. Il faut plus taxer les avions, je suis désolée, que les trains. Parce que c'est bon pour la planète et c'est bon aussi pour l'emploi, le train. La taxe, c'est scandaleux qu'il n'y a pas de taxe kérosène. Hein. C'est une grande bataille sur laquelle j'espère que Camille a signé la pétition européenne que nous portons, nous les Verts, la taxe kérosène. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, sur les vélos électriques. Sur les vélos électriques, d'abord, il faut aménager la place du vélo dans les villes. Demain, moi, je veux des trains avec la possibilité de prendre son vélo dans le train. Je me suis battue au niveau européen pour avoir minimum 8 places. Dans un TER, il faudra plus. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la batterie électrique. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut travailler à l'échelle aussi locale parce que nous, on a une gigafactory, Camille, pour faire des voitures électriques. Mais il faut les décliner sur la mobilité, notamment sur le vélo. Et ensuite, il faudra faire en sorte que ces batteries soient recyclées. Et donc ça, c'est aussi toute une industrie sur laquelle on travaille. Et donc, il faut aussi aménager les places de vélo. Il n'y a pas assez de parking de vélo, il n'y a pas assez de pistes cyclables, il n'y a pas aussi assez de modèles pour justement redécouvrir sa ville. Et surtout, c'est que le vélo, et nous, on a de la chance dans les Hauts-de-France, on a l'Eurovélo. C'est la route du vélo pour le tourisme et découvrir notre territoire. Il faudra la valoriser. Ça va être un de mes gros chantiers aussi. Eh bien, c'est tout un programme, Karima. La bonne nouvelle, c'est que une nouvelle question, une dernière question est arrivée pendant que tu parlais. Attention, on nous vient du maire d'Avesnes, de Gauthier Benoît, qui nous demande est-ce que vous êtes favorable à développer et à accompagner les circuits courts pour alimenter les restaurants scolaires en créant, par exemple, les régies agricoles locales? On n'a plus beaucoup de temps, mais tu vas faire court, mais je pense qu'en fait, tu es d'accord avec le maire d'Avesnes. Alors, je suis oui, et je viendrai, s'il veut bien, j'irai le voir, le maire d'Avesnes, voilà. Bon, bah voilà, il faut nous contacter en message direct et on arrive, c'est comme ça, c'est priorité au direct, comme dirait l'autre. Alors écoutez, merci beaucoup à tous les trois, on a passé une bonne soirée, c'était une première émission, alors on a vu les marges de progression, on va améliorer la connexion de Karima qui ne boira plus sa soupe la fois prochaine pendant le live et on va t'installer dans la soupe, c'est du thé. Je rigole. Non, mais voilà, il y a les jeunes et puis il y a Mamie, Karima. Allez voir les jeunes qui font leur permanence devant l'Assemblée nationale. Ils sont vraiment géniaux. Ils vous expliquent tout et en plus de ça, ils ont besoin de nous. Donc allez-y. En plus, Camille, sympa, mais Camille vient de prendre un petit gorgée de soupe aussi pour t'encourager du coup par solidarité féminine. Ça, c'est la sororité, bravo. Alors, on va vous laisser un petit mot de conclusion, au revoir et puis de bon courage pour la suite parce que je pense qu'on a tous beaucoup de travail dans les semaines qui viennent. On commence par toi, Camille. Allez, très bien. Bah, merci en tout cas d'avoir porté de ce sujet-là. Enfin, c'est vraiment important que, en dehors de l'hémicycle, il puisse y avoir un vrai débat aussi démocratique, qu'on ne voit plus la politique que comme quelque chose où il y a à l'intérieur de l'hémicycle des gens qui prennent des décisions pour nous et on vote une fois tous les 5 ans et après c'est fini, mais qu'on fasse renaître vraiment ce sentiment citoyen et cette politique au sens de police de gestion de la cité, quoi. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc là, c'est important qu'on en parle, qu'on parle ensemble, qu'on parle comme on fait devant l'Assemblée nationale. Donc, vous êtes vraiment tous les bienvenus pour les Parisiens, que ce soit des élus. S'il y a des élus qui nous regardent, on parle avec tout le monde, de tous les bords. D'autant plus si vous n'êtes pas d'accord avec nous. C'est là où on a les débats les plus intéressants et on peut peut-être essayer de vous faire changer d'avis.
Et puis pour les gens aussi, simplement si vous avez envie de pouvoir interpeller vos élus et de pouvoir vous saisir de cette loi, c'est un très beau moyen de le faire. Là, je parle de ça parce que c'est l'action du moment, mais plus généralement, en fait, je dirais que pour moi, c'est vraiment trouver cette intranquillité. Parce que c'est ce que je trouve qui est beau, c'était le indignez-vous de Stéphane Hessel. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut qu'on reste intranquille, parce qu'à partir de ce moment-là, on arrive à avoir cette capacité un peu latente de révolte quand il y a des lignes rouges qui sont franchies, des lignes rouges qu'on établit par terre en tant que société, qu'on décide de ne pas dépasser. Et là, pour l'urgence écologique et sociale qui sont extrêmement liées, l'écoféminisme aussi, enfin toutes ces luttes se rejoignent finalement beaucoup, et on se rend compte que on a dépassé beaucoup trop de lignes. Donc je crois qu'il est nécessaire de retrouver notre petite intranquillité et d'agir. Et là pour ça, je vous invite à suivre cette jeunesse et les moins jeunes et tous ceux qui le font, et puis bien sûr à vous engager quand vous êtes déjà au pouvoir, quand vous avez les mains comme ça prises sur les décisions, et soyez-vous aussi intranquille, intransigeant et courageux. Je sais que ça demande beaucoup de courage, que c'est pas évident, mais vous avez quand même le pouvoir de faire quelque chose un peu plus grand que vous-même. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Merci Camille, parce que tu n'avais pas encore dit intranquille ce soir, et je me disais, mais c'est ton concept, tu l'as pas encore dit ce soir, c'est pas normal. Donc compte sur nous. De toute façon, on compte sur toi pour ne pas nous laisser tranquilles, et compte sur nous pour sortir du confort des pantoufles. C'est pas trop notre genre, de toute façon, ni ce soir parmi les intervenants, ni dans cette campagne pour le climat, pour l'emploi. Donc, t'inquiète pas, on sera là. Christopher, en général, les adjoints au maire, c'est pas trop intranquille. Donc, on te fait confiance pour ça. Un petit mot de conclusion aussi? Oui, je pense que malgré le poids des lobbies actuellement, je suis convaincu que les citoyens sont prêts pour une vraie transition écologique, sociale et démocratique dans notre région. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour les élections régionales qui arrivent. Et puis je voulais te dire, Karima, que tu es la bienvenue, bien évidemment, à Fâche-Tuménil. Tu viens quand tu veux. Voilà. Alors, Aven, Fâche-Tuménil, évidemment, tu vas comment aussi, Karima, ta route de campagne va être longue, ça va être, mais je pense qu'en plus tu vas tout faire à vélo, donc voilà, ça va être parfait. Heureusement que cette campagne est plus longue que prévu, parce qu'on a beaucoup d'étapes à faire. Un petit mot de conclusion, Karima? On a trop tardé. Voilà, ce conseil régional, il a perdu 6 ans de recul coupable dans la transition écologique. On ne doit pas laisser non plus ce gouvernement aller dans le mur avec la loi climat. Merci Camille de rappeler que les enjeux sont majeurs. Alors, en un mot, n'attendons pas la révolution écolo. C'est à nous de la faire. Et on a besoin de tout le monde. C'était une conclusion efficace. Alors, on va se laisser. Avant ça, petit exercice pour tout le monde. Il faut que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux. Donc, pour le climat, pour l'emploi. Donc, c'est hashtag climat emploi. On est sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube. Donc, on est partout. Et puis, surtout, notre site internet qui s'inscrit en bas, www.pourleclimatpourlemploi.fr. Comme ça, vous rejoignez la campagne. On vous recontacte pour vous livrer des affiches, des tracts, tout ce qu'il faut. On pourra peut-être pas les distribuer tout de suite, mais bientôt, normalement, nous pourrons, car le président l'a promis. Et on a pris en croire en ses promesses, n'est-ce pas? Donc, on ne nous laissera pas tranquille. On ne peut pas faire cette campagne. Je vous remercie tous les trois. Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo, parce que bien sûr, on va pouvoir continuer à la diffuser, à la regarder. Donc, partagez ça autour de vous. Partagez cette campagne. On compte sur vous. Je pense que Xavier Bertrand, d'ailleurs, il a annoncé sa déclaration de candidature. Tout le monde l'a vu. Il devait attendre d'avoir gagné les Hauts-de-France pour, vous savez, au bout d'un jour où il était élu, être tout d'un coup candidat à la présidence de la République et plus s'occuper des Hauts-de-France. Finalement, il a même anticipé. Donc, il est déjà dans sa campagne présidentielle, et donc il faut qu'on lui laisse beaucoup de temps pour sa campagne présidentielle, et pour ça, il faut qu'on gagne cette région. Donc voilà, ce petit changement de stratégie, on voit que c'est aussi, ça arrive une semaine après le fait qu'on soit tous ensemble, donc c'est sûrement pas anodin. Donc les écologistes, les communistes, les insoumis, les socialistes, tous nos partenaires, nous sommes ensemble, et nous allons faire de cette dame de Karima Delli la prochaine présidente de la région Hauts-de-France. On en sera très fiers, et pour ça, on a besoin de vous. On vous souhaite en attendant une bonne soirée. Prenez soin de vous, c'est une période pas facile. Et puis, on vous dit à très bientôt, puisque tous les jeudis soirs, maintenant, on passera la soirée ensemble. À très bientôt. À bientôt.